Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée à la résistance des matériaux appliqués au génie civil. Alors dans cette deuxième vidéo, je vais finir d'expliquer ce que j'avais pas fini d'expliquer le dernier coup. Donc je vais donner une dernière notion. Ensuite, nous allons introduire ce qui s'appelle le principe fondamental de la statique, qui va nous servir à calculer les réactions d'appui des poutres. Et nous allons l'appliquer ensemble dans un cas. Donc définition et explication. L'élasticité. Alors l'élasticité, qu'est-ce qu'un phénomène élastique? C'est un phénomène élastique, désolé, qui suit la loi de Hooke. La loi de Hooke, c'est celle-ci. Voilà. La loi de Hooke, elle donne sigma les contraintes égale à E fois epsilon. E, c'est le module de Young, c'est une constante qui correspond au matériau. Et epsilon, c'est ce que l'on appelle l'allongement relatif que l'on va donner par delta L sur L. Alors nous avons ici une éprouvette de matériaux dessinée en noir. Si cette éprouvette de matériaux, on tire dessus, on va obtenir la déformée qui est en pointillé vers ici. C'est-à-dire la pièce va s'allonger et se réduire sa largeur. Donc nous avons ici delta L, l'allongement, et on le dit relatif si on le divise par la longueur initiale. Alors cette loi, on remarque que c'est une loi proportionnelle. Je m'explique. Si l'on trace un diagramme contrainte-déformation par l'expérience, on va obtenir un diagramme qui ressemblera à celui-ci. Vous allez avoir une phase linéaire et une phase pas linéaire, on va appeler ça une phase plastique. La phase linéaire est la phase élastique, c'est la phase dans laquelle on peut appliquer la loi de Hooke. Alors, si on suit bien ce diagramme, la résistance des matériaux est applicable jusqu'ici. Ici, on ne peut pas appliquer la résistance des matériaux, du moins pour le dimensionnement, et ainsi de suite. On ne pourra pas calculer des déformations pour cette zone-là. Par contre, on pourrait très bien pour cette zone-là. Voilà. Si vous voulez trouver E, le module de Young, E c'est simplement la pente de cette ligne droite ici, là. Alors, explication de ce que je vous ai donné le dernier coup, donc des systèmes. On va calculer le degré d'hyperstatisme de ces trois systèmes-là. Alors le premier système, il suffisait de regarder ce que l'on avait fait le dernier coup. Ici nous avons un encastrement qui bloque 3 degrés de liberté, un appui simple qui bloque 1 degré de liberté, ce qui fait un total de 4 degrés de liberté bloqués. Nous avons 3 degrés de liberté dans le plan, 4 moins 3, 1. Ce système-là est hyperstatique de degré 1. Si nous prenons ce système-là maintenant, nous avons, idem que pour l'autre, 3 degrés de liberté bloqués ici, 1 degré de liberté bloqué là, donc 4 degrés de liberté bloqués, une relaxation, donc 4 moins 1, 3 degrés de liberté bloqués au total, on a 3 degrés dans le plan, ce système est isostatique. Le dernier système était un peu plus compliqué, il s'agissait surtout de modéliser. Alors, comment passer de là à là? Eh bien, il faut avoir un petit peu un sens intuitif pour les déplacements, les rotations, ainsi de suite. Alors, je vous accorderai que c'était peut-être pas facile, néanmoins, ça se fait très bien. Alors, je vous avais dit de ne pas tenir compte de ce qui se passait en dessous le sol, hein, donc dans le sol en fait. Il ne faut pas en tenir compte.
Si là, la fondation, honnêtement, peu importe la masse qui sera là, là tout va partir, ça va être... bref, la fondation va enlever la terre qu'il y aura ici, va soulever la terre qu'il y aura ici, et ça tiendra pas. Bon bref, normalement elle devrait être plus profonde, ou alors ça devrait être des pieux, bon bref. Ça c'est pas... voilà, là n'est pas la question. Nous avons ici deux cannes d'ancrage qui sont dans la fondation. Ce qui fait que si nous regardons l'élément bleu ici, donc le poteau en bleu, il ne peut pas translater dans cette direction-là, ni cette direction-là, puisqu'il est tenu par les cannes d'ancrage dans la fondation. Et en plus, dû à la plaque qui est là et aux cannes d'ancrage, il ne peut pas pivoter ici. On voit bien que par rapport à ici, il ne peut pas pivoter. Si j'appuie dessus là, il ne tournera pas, il va être retenu par cette canne ici. Donc si nous bloquons les deux translations et la rotation, nous avons un encastrement. Ici, idem. Nous avons ici des tiges, donc on pourrait vite assimiler ça à des boulons, puisque ici c'est une structure métallique. Donc nous avons des boulons ici, qui empêchent par rapport à cette barre-là toute translation, et en plus toute rotation. C'est dû à la largeur ici. Cette longueur-là est quand même importante. Donc même s'il y a des jeux dans les boulons, on ne peut pas assimiler ça à une articulation. Donc d'un point de vue modélisation, c'est un encastrement. Et la masse, c'est une force ponctuelle. Voilà. Et ce degré est-il hyperstatique ou isostatique? Vous avez un encastrement, donc 3 degrés de liberté bloqués. Vous êtes dans le plan 3 degrés de liberté, du coup 3 moins 3, 0. Ce système est isostatique au même titre que celui-ci. Voilà. Bon, maintenant nous allons attaquer les systèmes simples. Alors par système simple, j'entends les systèmes isostatiques, bien sûr. Pour résoudre les systèmes isostatiques, nous allons utiliser le principe. Alors, système simple, qu'est-ce que j'entends par système simple? Ce sont les systèmes isostatiques. Donc nous allons commencer par le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique est un principe mécanique. Il découle du principe fondamental de la dynamique, qui est une loi newtonienne. Cette loi, nous l'avons écrite ici, m gamma égale somme des forces. Bon, c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait de mécanique newtonienne, c'est pas la chose la plus évidente au monde. Nous avons donc ici la masse du système fois son accélération dynamique, qui est égale à la somme des forces. Ici, nous avons de la chance, nous n'étudions que des systèmes statiques, donc qui ne bougent pas, donc qui n'ont clairement aucune accélération dynamique. Si gamma égale 0, du coup nous obtenons que la somme des forces est égale à 0. Si la somme des forces est égale à 0, on peut projeter cette relation dans les différents axes que l'on connaît. Nous ici, nous allons travailler dans un système dans les systèmes cartésiens, donc des systèmes représentés par 3 axes, comme ceci. Bon, un peu plus tard, nous verrons des systèmes dits polaires, qui ne sont pas décrits par la position en X, en Y et en Z, mais par juste une longueur et un angle. Voilà. Et ça restera sur le plan. Bon. Ici donc nous avons le repère cartésien. Il
pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un repère cartésien, vous prenez ici le plan, hein, donc ce qui correspondrait physiquement à une feuille de papier. Vous avez dessus un axe Y. Perpendiculaire à cet axe Y, vous avez un axe X. D'accord? Et perpendiculaire à l'axe X et à l'axe Y, vous avez l'axe Z. Voilà. Le système cartésien, c'est surtout ça, c'est surtout qu'on a un repère orthonormal. Ce qui veut dire que tous les axes sont orthogonaux aux autres. Cet axe est orthogonal à cet axe-là et cet axe-là. Oui, ça c'est pas bien grave, c'est une perpendicularité, c'est tout. Il faut retenir que les axes sont perpendiculaires entre eux. Donc voilà. Système simple, donc du coup nous allons voir le PFS, principe fondamental de la statique. Une fois décomposé sur ces trois axes-là, sur les trois axes du système cartésien que nous avons ici. Donc nous avons la somme, donc là c'est écrit un peu en langage mathématique, mais vous allez voir que c'est... Si vous n'êtes pas mis avec les maths, ça va vous faire peur sur le coup, et une fois expliqué, en fait, vous allez voir que c'est simple. Nous avons ici la somme des forces suivant l'axe X, qui est égale à 0. Ici la somme des forces suivant l'axe Y, qui est égale à 0. Ici nous avons la somme des moments induits par les forces sur un point A, peu importe le point en fait, suivant l'axe Z, voilà, les moments sont suivant l'axe Z, égale à 0. Voilà l'explication. Nous allons voir ça dans un petit exemple tout de suite. Qu'est-ce que le moment? Parce on en parle ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça va pas être évident. Le moment, simplement l'expression de la force de rotation. Il y a une formule mathématique pour ça qui dit que, là par exemple, admettons, on va appeler ce point-là A, ce point-là A, ce point-là C, cette force FA, eh bien, le moment de FA en C, c'est FA vectoriel à C. Autrement dit, en langage un peu plus mécanique et un peu moins mathématique, c'est la force fois son bras de levier. Qu'est-ce que le bras de levier? Le bras de levier, c'est la plus courte distance entre le point et cette force. Comment trouve-t-on la plus courte distance entre le point et la force? Simplement en traçant une perpendiculaire à l'axe de la force, voilà, passant par le point auquel on veut le moment. Et donc la distance entre le point et l'axe va nous donner le bras de levier. Nous allons traiter ce système isostatique ensemble. Donc, ce système il est isostatique déjà pourquoi? Parce que nous avons ici 1 degré de liberté bloqué, ici 1 degré de liberté bloqué, 2 degrés de liberté bloqué. Ça aura un total de 3 degrés de liberté bloqué. Nous retirons les trois équations de la statique, nous avons 0. Le système est donc isostatique. Ce système, il s'agit d'une poutre sur deux appuis, un appui simple, un appui double, avec une force à une distance alpha. Imaginons, c'est une planche, vous marchez dessus, si alpha évolue, c'est-à-dire que vous vous déplacez sur la planche. Bon. Système assez simple, mais il faut quand même connaître les rudiments de la mécanique, c'est-à-dire le principe fondamental de la statique. Ce principe fondamental de la statique, on va l'écrire suivant des axes que l'on va décrire ici, un axe Y, un axe X
un axe Z qui vient vers nous. Nous allons dire Y, X, Z. Et nous allons définir un sens de rotation positif. Je choisis ce sens, c'est une convention. Après tout, on s'en moque, j'ai choisi le sens horaire, j'aurais très bien pu prendre le sens de l'anti-horaire. Ça dépend si on est plus mathématique, physique ou pratique. Ensuite, donc, ce PFS, on va le résoudre. On va commencer par faire la somme pour i variant de 0 à n et fi suivant l'axe x. Ça doit être égal à 0. Donc ce qui va nous donner B, donc ça on va leur donner des noms quand même, ces forces-là. Nous avons ici Bx, ici By, ici AY. Donc en équilibrant suivant x, nous voyons bien que nous n'avons pas d'autre force suivant cet axe-ci que Bx. Donc nous avons Bx égale 0. Hop, on va mettre en norme. La petite notation avec la double barre là, c'est dire norme. En gros, c'est la valeur. Nous avons la valeur de Bx. Ensuite, si je prends la somme, hop, la même chose mais pour les forces suivant l'axe Y, tout égal à 0. Nous avons donc en Y, AY, BY et moins F, puisque c'est dans le sens inverse de l'axe Y. Nous avons AY, hop, on va mettre en norme aussi, plus BY en norme, moins F en norme. Et ça, c'est égal à 0. Là, il nous manque une équation pour finir de résoudre, qui est l'équation au moment. Nous allons faire la somme, équivalent 0 à n, des moments, des forces I sur, admettons, on va prendre le point, plutôt le point B. Voilà, on va prendre le point B. Et ça, cette somme des forces est égale à 0. Ça, c'est le moment, désolé, est égal à 0. Bon, nous avons expliqué précédemment ce qu'est un moment. Un moment, c'est la force vectorielle de la distance. Et on peut voir ça de manière plus simple, c'est-à-dire la force fois la distance la plus courte entre l'axe de la force et le point. Je m'explique. Ici, nous avons l'axe de la force. Nous traçons la perpendiculaire passant par le point d'application. Nous allons avoir deux moments. Ici, nous voulons le moment, par exemple, de cette force-là au point B. Nous allons tracer l'axe de la force, la perpendiculaire, qui est bien la peau et la poutre. Et en faisant la norme de A fois la distance, nous obtiendrons le moment de AY en B. Donc, ça va être très simple et nous n'oublions pas de compter en sens positif la rotation qui est dans le sens horaire. Donc, nous avons en positif AY fois N. On n'oublie pas une norme, moins, moins, désolé, stylo me lâche, moins du coup F fois cette distance-là qui correspond à L moins alpha. On voit bien qu'on a eu là, on retire alpha, c'est L moins alpha. Donc F fois L moins alpha. Et ça, c'est égal à 0. Il n'y a rien d'autre. Tout simplement parce que B passe par le point d'application. La distance étant nulle, le moment est nul. Idem pour BY. Donc voilà, avec ces trois équations-là, on a de quoi résoudre. Simplement parce qu'on obtient AY plus BY
égale F. Avec ça, on obtient AY est égal à F fois L moins alpha sur L. On va l'écrire. AY est égal à... On peut continuer avec des normes. D'un moment, je les enlèverai les normes parce que normalement, ce qui compte, c'est la compréhension. L moins alpha sur L. Ça, si je l'injecte, je vais obtenir, donc je vais obtenir BY est égal à, donc, F moins ce résultat-ci, donc F fois L moins alpha sur L. Donc, on peut donner ça comme ça, c'est F fois 1 moins L moins alpha sur L. Voilà. Donc, nous avons trouvé nos sollicitations AY, BY et BX. Voilà, cette méthode est simple et il faudra l'appliquer sur toutes les poutres pour trouver les réactions aux appuis. Ceci équivaut aussi bien pour les poutres isostatiques qu'hyperstatiques. Simplement, pour les poutres hyperstatiques, nous rajouterons d'autres équations que nous verrons plus tard. Alors voilà. Maintenant que vous avez vu, on a fait un petit exemple ensemble. J'espère qu'il aura été un peu clair. Sans ça, de toute façon, avec ces trois exemples-là, tout va s'éclaircir, mais essayez quand même de les faire par vous-même. Souvent, on a l'impression qu'on sait faire, et en fait, on se plante assez facilement sur des petites choses. Donc ici, vous avez une poutre sur deux appuis, comme on a vu avant, sauf que vous avez trois forces ce coup-ci. Deux forces, j'ai oublié une flèche ici, c'est pas bien grave. Vous avez deux forces qui valent F sur 2 et une force qui vaut F. Avec ici des longueurs, L sur 4, L sur 4, L sur 4, L sur 4. Bref, voilà, une longueur L. C'est pas bien méchant. Vous avez ici un arc avec en plein milieu une force. Vous avez ici le rayon de l'arc et ici le rayon de l'arc aussi. Donc c'est vraiment un demi-cercle. Troisième système, là qui va être un peu idem que le troisième système. J'essaie de faire comme ça en crescendo. Un système simple, un système où il faut réfléchir mais qui reste simple, et un système avec modélisation. Ici vous avez des murs, donc vous avez deux murs ici, vous avez deux poutres qui reposent sur ces murs, et ici trois poutres qui reposent sur ces deux poutres. Celle-là est au milieu, celle-là est au quart, celle-là est au quart aussi. Ici vous avez 4 mètres, alors ici vous avez 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Ici vous avez 2 mètres entre deux poutres, donc du coup ici vous avez 2 mètres, ici vous avez 2 mètres, et ici vous avez 2 mètres. J'ai rajouté des petits paramètres, alors si vous n'arrivez pas à le faire cet exercice-là, c'est pas bien grave, de toute façon on va le faire. Ça va introduire en plus ce que l'on va voir le prochain coup, ce sont les forces réparties. Nous ne voyons que des forces ponctuelles depuis le début. On va mettre un chargement réparti qui peut correspondre au poids de la poutre. Là nous avons une poutre qui vaut 1 décanewton par mètre. 1 décanewton c'est 1 kg. Nous avons une poutre qui fait 1 kg par mètre, et ici des poutres qui font 2 kg par mètre. Donc voilà, essayez de bien réfléchir à ça, et de toute façon on corrige ça la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine vidéo.